Donc vous avez expliqué un petit peu, on comprend que vous connaissez les entrepreneurs, mais votre expérience personnelle, parce que on sait un peu, vous avez fait 40 ans d'expérience, vous montez des entreprises. Je voudrais revenir un petit peu en arrière, vous avez 21 ans, vous êtes voilà, tout seul. Enfin, tout seul. Alors, qu'est-ce que vous avez créé au début? Quel est votre parcours un petit 21 ans, moi, je veux absolument créer des entreprises. Déjà, à l'époque, je voulais faire des journaux. J'étais passionné par la communication, la duplication de l'information. Quand j'étais petit, j'avais une petite machine à imprimer. J'avais travaillé sur toutes les machines qui font de la reprographie. Je trouvais extraordinaire d'avoir une info, un dessin et de pouvoir la multiplier. Voilà. Bon, donc je voulais créer. Mais ceci étant, j'ai été voir à l'époque des banquiers, des imprimeurs. Je voulais lancer des journaux. Et naturellement, on m'a rionné, j'avais pas d'argent ni rien. Donc j'ai dû différer cette envie. Bon, il se trouve que ma femme était esthéticienne, moi j'étais prof de maths, puisqu'en même temps on faisait les deux, et puis on a dit on va créer une parfumerie, institut de beauté, donc j'ai démarré dans les cosmétiques. Voilà. D'accord. J'ai créé une entreprise de cosmétiques. Qui s'appelait comment? Ça s'appelait la parfumerie Pascaline, voilà, et donc ça m'a permis de rencontrer le monde du commerce, de comprendre les détaillants, les fabricants. J'avais même été aux États-Unis voir les usines Revlon, etc., etc. Je me suis occupé du syndicat des parfumeurs détaillants, etc., etc. Bon, c'est une longue histoire. Puis, après cette expérience-là, j'ai voulu vivre une expérience industrielle. Donc, j'ai vendu, et puis je me suis lancé dans la fabrication de maquettes, de modèles réduits, de jouets éducatifs pour enfants. Là, on se rapprochait de plus en plus de tout ce qui était transmission de savoir, de connaissances. Et puis, j'ai arrêté l'enseignement. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai deux passions dans la vie. J'ai la communication et puis j'ai la création d'entreprise. Et là, j'ai dit, tiens, eh bien, il manque des outils. Voilà, j'avais fondé les clubs de créateurs, j'avais fondé le comité national des clubs de créateurs, le conseil national des jeunes entrepreneurs, et on manquait d'outils. Et ça, à peu près dans quelle année? En 84, voilà, on est en 84, vous n'étiez peut-être pas né. Je vous remercie, monsieur Tazi. Si, j'étais né. J'étais né. J'étais né. Bon. De pas longtemps, mais j'étais né. Voilà, donc là, je crée mon premier journal qui s'appelait Créer, C-R-E-E-Z, et j'essaye d'accompagner les entrepreneurs, les créateurs. Voilà, j'ai dit, j'assemble mes deux passions, la communication, la presse et le sujet qui m'intéresse, la microéconomie. Voilà, c'est comme ça. Et après, j'ai développé un titre, deux titres, trois titres, etc. Et après, il y a eu l'évolution, il y a eu Internet, on a fait des webs, des sites Internet, et jusqu'à faire des télévisions. Alors justement, j'en viens à ça. Oui. Actuellement, vous avez créé 6 chaînes de télévision. Enfin, actuellement, elle existe plus. Comment ça se passe? J'ai vendu mon groupe. J'ai vendu mon groupe. Alors, il y avait Réussir TV. Oui, oui. Franchise TV. Oui, oui, oui. Vente Direct Web TV, monsieur Doity. Rebondir Web TV et Entrepreneur Web TV en 2010. Oui. Et enfin, une toute petite dernière chaîne, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et voilà, mais alors pourquoi avoir créé ces chaînes? Vous étiez visionnaire, parce que en 2007, 2008, voire 2009, le web, bon, on n'était pas encore... Bon, nous avions des magazines mensuels avec des guides annuels. J'éditais cela, j'avais une 50aine de personnes. On faisait tout. Et puis, il y a eu Internet, donc on a fait des sites Internet. Et puis, on s'est posé la question, qu'est-ce qui va se passer dans le futur sur le web? Et on a considéré que c'était l'image. Et là, on a dit, on va créer de l'image. Et effectivement, on a lancé des chaînes par rapport à nos thématiques à nous, l'emploi, la formation, la création d'entreprise, la franchise, la vente directe, etc. Et Réussir TV, par exemple, je l'ai revendu à l'Express, qui a un cahier d'emploi qui s'appelle Réussir, et le patron de l'Express à l'époque m'avait dit, vous êtes dans le vrai, vous êtes un peu en avance, mais l'avenir, 90% de l'information sur le web, ça va être de l'image, et vous avez bien fait, voilà. Donc on a été précurseurs. Mais si vous analysez bien, j'ai toujours été précurseur, visionnaire, parce que quand j'ai lancé la création d'entreprise, il n'y avait pas de médias qui traitaient de la création d'entreprise. Il n'y avait que des médias macroéconomiques. Quand ensuite j'ai lancé un magazine sur la franchise était balbutiante. Il y avait 10 enseignes. J'ai accompagné le développement de la franchise pendant 30 ans. Mais il fallait y croire à la franchise, il fallait être visionnaire, il fallait savoir que c'était un des modèles qui allait exploser. À ce propos, justement, quelle est la définition de la franchise? Parce que parfois les gens entendent ce mot, mais ne comprennent pas la définition. Vous avez quelqu'un qui a réussi, qui est franchiseur, donc qui a réussi, il a un savoir-faire, il a une compétence, il a une marque, il décide de partager cette réussite et il propose à des indépendants, donc des franchisés,
de venir le rejoindre, de signer un contrat avec eux et de leur apporter l'image, la notoriété, le savoir-faire, la compétence pour qu'eux réussissent aussi. Grosso modo, c'est schématique, mais après, il y a des royalties, il y a des droits d'entrée, il y a de la formation initiale, il y a de l'accompagnement. Enfin, la franchise, c'est tous les réseaux commerciaux. Vous rentrez dans un centre commercial, vous voyez des enseignes partout, eh bien ça, c'est de la franchise. McDonald's, naturellement, les chaînes d'hôtels, les magasins de vêtements, etc. Voilà. Donc la franchise permet à quelqu'un qui a réussi et qui a mis au point ce savoir-faire, un concept, une marque, un positionnement, de ensuite le transférer et le partager avec d'autres indépendants. Ce ne sont pas des salariés, ce ne sont pas des succursales. C'est ce qui fait la différence entre une succursale et un franchisé, qui lui est indépendant. C'est son propre patron, il a acheté son local, il a fait l'agencement, etc. Et il a juste un contrat avec le franchiseur. Donc peut-être pour certains téléspectateurs qui cherchent du travail ou des idées, ils peuvent se dire en nous écoutant, en vous écoutant, ah, franchisé. Alors, il y a un grand salon que j'ai contribué à créer, un grand salon à Paris qui a lieu au mois de mars et un salon à Marseille qui s'appelle Top Franchise, que j'ai créé avec la Chambre de commerce et qui permet de réunir justement ces enseignes et de s'ouvrir à tous ces candidats franchisés qui ont envie de créer leur... L'intérêt pour un franchisé, c'est que c'est un entrepreneur, mais qui voudrait quand même limiter la casse, parce qu'il faut savoir que les franchisés risquent beaucoup moins de se planter qu'un gars qui part tout seul. Et c'est des gens qui sont entrepreneurs, mais qui ont besoin d'être appuyés à un réseau, avec un savoir-faire, avec une formation, une compétence. Par exemple, des gens qui ont ouvert des centres Speedy ne connaissaient rien à la mécanique, mais ils vont, on les forme, on leur explique, on a des outils, il y a de la communication, etc. Ça permet à des gens de se reconvertir. On a vu beaucoup de cadres ou des gens qui avaient terminé leur carrière militaire ou dans la police dire tiens, maintenant je vais prendre une affaire, mais comme j'ai pas le savoir-faire, je vais l'acquérir. Et pour ça, je vais vers un franchiseur. Il faut avoir un petit peu de fonds ou pas du tout? Ah oui, puisque de toute façon, la franchise implique qu'on prenne un local. C'est comme un travailleur indépendant qui doit prendre un fonds de commerce, qui doit prendre un local, qui doit l'agencer. Il faut payer les droits d'entrée, donc il faut un minimum de capitaux. Alors ça dépend, il y a ce qu'on appelle des job franchises, où là, c'est un tout petit capital et puis en fait, on crée son propre emploi. Et puis quand vous ouvrez un centre Speedy, tout de suite, vous allez avoir 10-15 salariés. Donc là, il faut aussi le fonds de roulement et puis il faut pouvoir faire l'agencement, etc. Ah oui, donc il ne faut pas revenir sans rien. Mais il y a des banques qui financent la franchise. Et quand ils ont référencé un franchiseur, qu'ils ont bien étudié le concept, après, dans toutes les agences, quand vous dites « je veux ouvrir une franchise Jeff de Bruges », eh bien, ou la Comtesse du Barry, pas de problème, on vous finance. Parce qu'ils savent, ils connaissent les modèles économiques, ils connaissent les business plans, et ils savent que ça va marcher. Donc voilà, s'il y en a qui cherchent du travail, qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas l'idée, c'est vrai, parce qu'il y en a qui créent des idées, ils ont le concept, ils n'ont pas le concept, ils ont l'envie. Alors, on distingue dans les créateurs, dans les entrepreneurs, les porteurs de projets et les porteurs d'entreprise. Le porteur de projet, il a son idée et il veut la réaliser. Et lui, ce qu'il veut, c'est savoir comment faire. C'est tout ce qui l'intéresse. Le porteur d'entreprise, lui, il veut monter sa boîte. Et il ne sait pas quoi encore. Lui, il cherche le concept, l'idée, il cherche le quoi faire. Voilà, c'est deux profils différents. Puis après, ils se rejoignent parfois, puisque quand on crée, des fois, on est obligé de continuer à créer. On a des produits, mais il faut déjà penser à leur mort, donc à créer les produits suivants, etc. etc. Voilà, donc il y a deux catégories d'entrepreneurs. Monsieur Toiti, on discute ensemble, mais j'ai l'impression, avec tout ce que vous avez créé, ce qui vous anime le plus, c'est l'humain, que vous aimez l'humain et que vous voulez donner votre expérience, apporter une idée à un homme qui a envie de travailler avec votre équipe et que finalement, c'est l'humain qui prime chez vous. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de travailler en équipe. J'ai essayé à différents moments de ma vie de vouloir être un petit peu seul et je ne peux pas. Moi, j'ai besoin d'une équipe humaine, j'aime partager, j'aime transmettre. C'est pas pour rien que j'ai été enseignant, c'est pas pour rien que j'ai fait de la communication, je fais de la transmission de savoir, de connaissances. Et l'humain est pour moi capital. Un chef d'entreprise, s'il n'a pas une équipe soudée, mobilisée, avec des gens qui croient dans le projet, il vaut rien. Voilà. Donc moi, j'ai toujours cherché à m'entourer de gens qui avaient envie de faire des choses et je les ai accompagnés. J'ai pris énormément de jeunes, j'ai fait énormément de formations
j'ai pris des gens en contrat de qualif que j'ai ensuite amenés à des postes de responsabilité importants. Aujourd'hui, je regarde des radios, des télévisions où il y a des gens qui sont passés par mon école et qui ont vécu de belles expériences chez moi et qui maintenant occupent de très beaux postes. Donc, je pense que l'humain est fondamental. Une entreprise, c'est avant tout une équipe humaine. Il faut rester d'ailleurs dans cette dimension humaine. C'est pour ça que j'ai jamais voulu avoir une entreprise de 100, 200, 1000 salariés. Ça m'intéressait pas. Je pense qu'il faut garder un contact direct. Il faut une petite entreprise souple avec des gens qui sont capables de s'adapter, d'évoluer. L'environnement change. Allez hop, on se réunit, on discute et paf, on repart sur d'autres projets et d'autres idées. Les grosses entreprises, avant qu'ils puissent innover, des fois, ils ont le temps de mourir. Aujourd'hui, c'est les petites entreprises souples qui sont capables de bouffer les grosses. Voilà. D'accord. Bah, ça, c'est beau. Oui, et puis ça m'est arrivé, puisque j'ai créé beaucoup de magazines, mais il m'est arrivé d'en racheter à des grands groupes qui, eux, n'arrivaient pas à gagner de l'argent. Et moi, je réussissais à en gagner, mais avec une autre logique, avec une autre approche, avec une équipe polyvalente, etc. Eux, ils avaient des équipes d'armée mexicaines, pléthoriques, etc. Et ça leur faisait perdre énormément d'argent. Et parfois, quand on crée une entreprise, il vaut mieux vivre caché. Et... Oui, mais maintenant on est quand même dans un monde de la communication et donc il faut quand même penser à utiliser tous les médias, les relations publiques, le web. C'est difficile. Il faut se montrer un minimum. Effectivement, il faut penser un petit peu à se mettre en avant de temps en temps. Bon alors, Monsieur Toiti, vous êtes créateur, vous êtes un bosseur, vous êtes un humaniste. Oui. Et en plus, Monsieur Toiti est auteur. Parce que vous avez créé des livres, Monsieur Toiti. Mais et vous êtes, en plus d'être auteur, visionnaire. Je m'explique. Vous avez créé un livre qui s'appelle Ciao la crise. Oui. Dans les années 1985, qui parle justement de la crise. Oui. J'ai eu le temps et l'honneur de le lire. Donc merci, Monsieur Toiti, de m'avoir donné ce livre. Vous me l'avez donné d'ailleurs. Hein. Et en fait, en le lisant, on se dit que... Pourtant, vous l'avez écrit en 1985. On est en 2014. Oui. Donc il s'est passé beaucoup de temps. Oui. 30 ans presque, non ? Pratiquement 30 ans. Oui. Ah oui, à une année près, bravo. Oui. En plus, bah, vous étiez prof de maths, c'est vrai. Et du coup, quand on lit ce livre, on se dit, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que vous l'avez écrit en 85, il y avait un problème dans les années 85. Bon, j'étais pas assez grand pour le voir. C'était le début de la crise, c'était la première crise, c'est-à-dire qu'il y avait eu le premier choc pétrolier, etc. Et on commençait déjà à parler de crise à l'époque. Mais alors, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Où on en est ? Parce que vous étiez visionnaire. C'est incroyable d'être visionnaire. Ou alors, on est mal. Ou alors, il y a un gouvernement, les gouvernements, ça va pas du tout. Ou alors, peut-être qu'il faut passer à la 6ème République, j'en sais rien. En tout cas, bravo, vous êtes visionnaire. Bon, écoutez, moi, mon métier, quand même, c'était lié à l'écrit. J'ai fait un millier d'éditoriaux sur tous les thèmes de la vie, de l'entreprise, etc. Et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages. Effectivement, en 84, j'ai décidé de me présenter aux élections européennes. Et en me présentant aux élections européennes, comme il fallait que je sois capable de répondre un peu sur tous les sujets, je me suis mis à être boulimique et à lire un peu tout ce que je pouvais. Je crois que je lisais un livre par jour à l'époque, et pour essayer de comprendre dans quel monde nous allions aller. Et j'ai vécu une très belle campagne de socio-professionnels. J'étais tête de liste, tout ça. Je suis passé dans tous les médias et tout, etc. Bon, très belle expérience. J'ai rencontré les hommes politiques. Et puis après, je me suis dit, mais peut-être que de tout ce que tu imaginais, etc., tu peux en faire quelque chose. Et je me suis enfermé, je me suis installé et j'ai écrit. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui écrivait. Et c'est sorti. Je passais des heures à écrire, comme si j'avais une sorte de flow comme ça qui venait. Et je crois que c'était la résultante de tout ce que j'avais pu analyser, lire, et que, avec mon intuition, j'essayais d'imaginer le futur. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est vrai que, entre ce que je décris il y a 30 ans et aujourd'hui, on retrouve la même problématique. On retrouve le besoin d'une évolution de la société. À l'époque déjà, je disais que nous étions à la fin de l'ère industrielle, qu'on allait rentrer dans l'ère de la communication, dans la démassification, etc. Il n'y avait pas encore Internet, mais je préfigurais, on avait le Minitel à l'époque, etc. Je préfigurais les réseaux, je préfigurais le village planétaire, etc. Et effectivement, bien des choses que j'avais imaginées, projetées, un peu comme Jules Verne, si vous voulez, eh ben, se sont produites, se sont réalisées. Et malheureusement, on est toujours dans la crise. Et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs, c'est que la crise, c'est une mutation. Une crise, c'est passager. Quand ça s'installe, c'est plus une crise. Vous n'avez pas une crise de foi pendant 20 ans. Vous avez une crise de foi pendant quelques jours, et puis après, ça passe. Bon, donc, la crise,
en fait, c'est devenu une véritable mutation, un changement de mentalité, un changement de paradigme, un changement de conception même de la vie. Et vous abordiez le problème de la 6e République. C'est vrai que nos institutions, qui ont été conçues en 1958, vous imaginez, pour tailler pour le général de Gaulle, aujourd'hui ne correspondent plus à notre démocratie, à notre système de fonctionnement. Il faut donc réinventer la démocratie en France. Non, parce que j'ai parlé de la 6e République, parce que vous en parliez déjà en 1985. Oui, absolument. Et puis même, j'évoquais la TVA sociale à certains moments, etc. Tous les problèmes qui se sont ensuite... vous savez, je me souviens en 84, je participe à un journal télévisé avec... un type qui s'appelait René Telade, qui est mort il y a quelques jours, qui était président du Conseil économique et social, qui avait été ministre. Et il nous dit en 84 que le problème des retraites, si on ne s'en occupe pas dès maintenant, il y aura à l'échéance 2000 de gros problèmes. Eh bien, donc, il y avait des tas de gens qui voyaient ce qui allait se passer, qui prévenaient les gouvernants, mais les gouvernants n'ont pas tenu compte. Et puis après, on se retrouve avec des problèmes à régler monstrueux, des déficits, etc. Voilà. Bon. Donc, je pense que on n'écoute pas assez les gens qui anticipent, qui prévoient. Vous savez qu'on dit diriger, c'est prévoir. Malheureusement, beaucoup de nos dirigeants ne prévoient rien, vivent au jour le jour, en fonction des enquêtes, des sondages, des machins, des ci, des ça, ou alors des places à prendre. Et du coup, on n'a jamais... Avant, on avait le plan, on avait la planification. Tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus aucun projet, il n'y a plus aucune perspective. Et du coup, un pays qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus de perspective, il sombre dans la sinistrose, il sombre dans la dépression. Et tout ça, ça ne permet pas à la croissance de revenir, à la confiance de se rétablir. Voilà. Donc je pense qu'il nous faudrait un grand coup de balai et qu'on change complètement nos institutions et que ça passe effectivement par une sorte de printemps français, comme il y a eu le printemps arabe, où on remet tout à plat et on redéfinit une organisation de la société différentes, adaptées, y compris aux nouvelles technologies. Et pourquoi ce ne serait pas le printemps des entrepreneurs? Parce que si je comprends bien, vous avez créé un parti qui était la République des entrepreneurs. Oui. Voilà. Alors, quand je me suis présenté à mes différentes élections européennes, etc., c'était l'Europe pour entreprendre, l'initiative, l'emploi d'abord, etc. On a donc créé comme ça différentes associations. Bon. Mais j'étais convaincu qu'il fallait à un moment donné que les entrepreneurs interviennent sur le champ politique. Il y a quelques semaines encore, Jean-François Roubaud, le patron de la CGPME, a demandé aux créateurs, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, rentrer dans les conseils municipaux, aller là où on gère nos finances, nos impôts. Il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui qu'il ne faut pas simplement avoir des technocrates et des gens qui dirigent le pays sans avoir connu même ce que c'est que la vie en entreprise. Et il faut que les entrepreneurs puissent accéder à des postes de responsabilité. Donc l'idée, c'est de dire, après la République des instituteurs, des professeurs, maintenant il faudrait la République des entrepreneurs. Et voilà, donc le printemps des entrepreneurs. Pourquoi pas? Bon là c'est un peu tôt, là on est au mois de février, c'est trop tard. Peut-être voir l'année prochaine peut-être. Voilà. Non mais on peut imaginer un printemps des entrepreneurs. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Alors on arrive vers la fin de notre entretien, Monsieur Toiti, je suis vraiment désolé parce que je sais que vous voulez rester encore des heures avec nous, parce que vous aimez parler et en plus c'est très intéressant ce que vous dites. Mais actuellement, quelle est votre activité? Là, parce que vous avez monté vos entreprises, on a tout compris. Moi, après 40 ans de vie de chef d'entreprise intense, en étant moi-même l'opérationnel, j'ai décidé de céder mon groupe. J'ai donc cédé mes activités qui continuent. Et puis moi, j'ai décidé derrière de faire d'autres choses. Donc j'ai une activité de business angel, j'aide des entrepreneurs, une activité un petit peu de pépinière, j'essaye d'accompagner des jeunes entreprises, des start-up. Et puis, comme j'ai du temps libre, j'essaye d'apporter ma contribution au débat. Voilà, donc essayer de voir si je peux à nouveau, dans le cadre politique, participer à des élections. Il y a les municipales, les européennes, les cantonales. Voilà, donc mon idée aujourd'hui, c'est de servir. C'est pas de me servir comme le font certains. Je suis pas là à la recherche d'une notoriété ou d'un fromage de la République à récupérer. Je suis là pour servir, pour apporter une contribution. Je ne cherche plus à faire quelque chose de lucratif. Je cherche à plutôt accompagner, aider. Je pense que les hommes politiques de demain devront être des passeurs, des accompagnateurs, des coachs, et qui ne sont pas là pour décider à la place des autres, mais ils sont là pour accompagner les changements et les mouvements de la société. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Par exemple, on veut prendre contact avec vous, comment ça se passe? On peut suivre votre activité quelque part?
Eh bien, on va sur la République des entrepreneurs, sur le web. Sinon, on a... Sur notre chaîne? Sur la chaîne 93400.tv, où là, effectivement, pour les Odoniens, on essaye d'apporter le changement nécessaire après plus de 100 ans de socialo-communisme. D'accord. Et on peut retrouver quoi d'autre sur cette chaîne? Tous ceux qui... des micro-trottoirs, tous ceux qui se présentent, tous ceux qui ont envie que les choses bougent. L'idée, c'est quand même de dire aujourd'hui, une collectivité locale doit se doter d'un outil de communication vidéo sur le net, et chacun peut, à tout instant, aller voir un peu ce qui s'y passe, avoir des témoignages, comprendre dans quel monde il vit, quels sont les projets, etc. On peut donner son avis aussi sur on a une idée, par exemple. Bien sûr, absolument, et proposer des sujets. C'est interactif. Voilà, et proposer des sujets, si on veut, particulièrement qu'on parle de sécurité ou d'éducation, etc. Et puis c'est un petit peu expérimental. Et je pense que dans quelques années, parce que je suis toujours un peu visionnaire, toutes les collectivités locales se doteront d'un outil de ce type-là pour communiquer. Pour communiquer avec les administrés. Et pas simplement dire on est là, vous nous avez élus, maintenant pendant 6 ans on fait ce qu'on veut, et puis vous verrez bien dans 6 ans si vous votez pour nous. Je pense qu'aujourd'hui il faut consulter. En Suisse, ils ont le référendum d'initiative populaire. En France, il faut qu'une municipalité régulièrement consulte avec les outils comme les technologies nouvelles, avec Internet, à tout instant, le maire d'une ville peut savoir ce que ses concitoyens pensent sur tel ou tel sujet. Alors ça sera consultatif, puisque c'est lui qui est élu et qui doit, lui, exécuter, qui a le pouvoir exécutif, mais au moins sentir ce que les Odoniens ou les habitants de la ville ont envie de faire, ont envie de vivre. Voilà. Et ne plus faire des choses décrétées d'en haut. Voilà. Donc on va vous retrouver dans la rue? Oui, dans la rue, partout, dans les sites internet, dans les médias en général. Et puis, vraisemblablement, je pense que j'écrirai un nouveau livre. Et puis, vous avez votre Wikipédia. Oui, voilà, j'ai mon Wikipédia, puis je pense que oui, c'est vrai pour ceux qui veulent, voilà. Mais je pense que j'écrirai encore parce que j'adore écrire, j'adore lire, et ma passion c'est l'écrit, même si j'aime beaucoup la vidéo, et je pense que la vidéo est aussi un moyen d'expression, mais je suis quand même attaché à l'écrit, voilà. J'ai du mal, par exemple, à jeter des livres. J'ai une dernière question, parce que je sais que l'équipe va me taper dessus, etc. Où c'est qu'on peut retrouver votre livre, là, Ciao la crise? Il est plus édité, mais par contre, il y a quelques spécimens qui sont disponibles sur eBay, j'ai vu. D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc voilà, mais disons que c'est intéressant de le voir avec le recul. Mais je pense qu'il faut refaire un Ciao la crise adapté à l'époque que nous vivons. En tout cas, moi je l'ai lu, je vous le conseille, vraiment, c'est vrai. On a un dernier petit exercice ici, c'est tout nouveau, hein, vous n'étiez pas préparé. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra qui est juste derrière moi, vous adresser aux téléspectateurs qui vous regardent et leur faire un message? Que souhaitez-vous leur dire? Ils vous regardent, ils ont envie et ils sont avares de bonnes idées, ils ont envie de travailler, ils ont envie de votre expérience. Adressez-vous la caméra face à eux et voilà, et dites-leur un petit message. Je crois, je l'ai dit et je le répète, que chacun doit pouvoir créer son propre destin. On est tous sur Terre pour quelque chose, on a tous du sens à trouver dans sa vie, dans son histoire. On n'est pas là uniquement pour manger, boire, dormir, mais on est là aussi pour apporter quelque chose à l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai confiance dans l'humanité. L'humanité a toujours su surmonter les crises auxquelles elle a été confrontée. Nous vivons une période trouble, difficile, mais en même temps, c'est une période extraordinaire parce que les cartes se redistribuent et tout redevient possible pour ceux qui ont envie de bouger. Voilà. J'avais quelqu'un qui d'ailleurs est décédé depuis, qui était une photographe, qui disait pourquoi baisser les bras quand il suffit de les ouvrir? Eh bien, c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui. Ne pas baisser les bras, ouvrons-les. Et allons à la rencontre des autres, et vous verrez que des choses se passeront. Et c'est ainsi que l'on pourra changer la vie. Voilà, messieurs, dames, on va se quitter sur ces mots, ces belles phrases. Merci, monsieur Toiti, d'être venu nous rejoindre.